Journal de bord, tour historique, vol 74, l'énigme des Grands Lacs, partie 2. Je vous rappelle que mes récits sont purement fictifs et imaginés par rapport au vol en simulateur que j'ai réellement fait. Vendredi 2 février 2024. Aïssa et moi sommes à Détroit. Elle examine attentivement la première lettre que nous avons reçue à Niagara. Son esprit vif et son sens de la déduction sont en ébullition. Elle relit la phrase « Suivez le chemin de l'aube » et soudain, son visage s'éclaire. « As-tu remarqué, dit-elle, que cette phrase pourrait avoir une signification cachée ? Détroit a une riche histoire industrielle, notamment avec l'industrie automobile et le chemin de fer. Et si le chemin de l'eau rencontrait le chemin de fer quelque part dans la ville ? Aïssa propose alors l'énigme suivante, là où le chemin de l'eau rencontre le chemin de fer, vous trouverez votre prochaine piste. Elle suggère que cela pourrait nous mener à un lieu historique de Détroit où le chemin de fer rencontre un cours d'eau, comme une ancienne gare ou un pont de chemin de fer. Avec cette nouvelle perspective, nous partons à la recherche de ce lieu historique, impatients de découvrir où cette énigme nous mènera et où nous pourrons trouver la seconde lettre. C'est ainsi que grâce à l'esprit de déduction d'Aïssa, notre aventure à Détroit prend un nouveau tournant passionnant. En examinant la carte de Détroit, Aïssa et moi supposons que l'énigme pourrait nous mener au International Memorial to the Underground Railroad. Nous décidons de nous y rendre. En arrivant sur place, nous sommes impressionnés par la grandeur du mémorial et son importance historique. Après avoir exploré le site, Aïssa remarque quelque chose d'inhabituel près de la statue principale. C'est une petite clé métallique cachée dans une fente de la statue. La clé porte un numéro gravé dessus. C'est le numéro d'un casier à la gare Détroit Amtrak Station. Nous nous rendons rapidement à la gare. Avec un sentiment d'anticipation, nous trouvons le casier correspondant au numéro sur la clé. En ouvrant le casier, nous trouvons une enveloppe scellée. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a notre seconde lettre attendue. La lettre contient toutes les informations pour notre second plan de vol. Nous sommes ravis de voir que notre aventure continue. Nous nous préparons pour la prochaine étape de notre voyage, impatients de voir où cette nouvelle mission nous mènera. Avec une joie débordante et une anticipation palpable, nous prenons possession de notre deuxième lettre. Sans perdre une seconde, nous nous dirigeons vers l'aéroport où notre avion nous attend avec impatience. Je saisis les coordonnées de notre nouveau plan de vol, une par une, avec une précision méticuleuse. Étrangement, notre destination n'est pas une grande métropole, mais Holland, Michigan. Quelle aventure nous attend là-bas ? Quelle énigme devrons-nous résoudre ? Nous sommes prêts à relever le défi. Comme pour la première lettre, Aïssa lit les itinéraires un par un avec une clarté parfaite. Vous décollez de Coleman à Youngmuni, Cadet. Dirigez-vous vers Selfridge ANGB, KMTC, à un cap de 39 degrés pour une distance de 27 km pendant environ 5 minutes. Une fois en vol, nous savons que ce voyage devrait durer environ 3h20 pour couvrir une distance de 1080 km. Nous prenons la direction du nord, survolant l'avenue Graffio numéro 3, une route connue pour sa proximité avec de nombreux sites d'intérêt. Nous continuons notre vol en direction de la Selfridge Air National Guard Base, une installation militaire située près de Mount Clemens, Michigan. Continuez ensuite vers Arsan Island, Z92, à un cap de 105 degrés pour une distance de 22 km pendant environ 4 minutes. Nous virons à droite, prenant une direction est. Sous nos ailes, la baie de Ancor se dévoile, un spectacle magnifique de nature et d'eau. Cette baie, connue pour ses magnifiques grottes et sa superbe vie sous-marine, est un endroit de choix pour les plongeurs. Elle est située dans le nord-ouest de l'île de Malte, de l'autre côté de Melia Bay. Votre prochaine destination est aéroport d'Algonac, Calg, à un cap de 34 degrés pour une distance de 10,1 km pendant environ 2 minutes. Nous traversons l'embouchure de Algonac, une zone où la rivière Sainte-Claire rencontre le lac Sainte-Claire. C'est un spectacle naturel impressionnant, avec les eaux qui se mêlent dans un tourbillon de courants et de couleurs. Nous continuons notre vol en direction de l'aéroport d'Algonac, Calg. Alors que nous approchons, nous pouvons voir la piste d'atterrissage qui se dessine à l'horizon. Vous vous dirigez ensuite vers Crystal, Mi-41, à un cap de 5 degrés pour une distance de 17,9 km pendant environ 4 minutes. Nous
Nous remontons vers le nord, laissant derrière nous la charmante ville de Marine City, connue pour sa riche histoire de construction navale et de course de bateaux à moteur. Alors que nous survolons la rivière Sainte-Claire, nous apercevons sur notre droite la centrale électrique de DTE Energy, Saint-Clair Power Plant. Nous poursuivons notre vol en direction de la ville de Saint-Clair, une charmante ville située sur les rives de la rivière Sainte-Claire. Ensuite, dirigez-vous vers Aéroport international du comté de Saint-Clair, KPHN, à un cap de 11 degrés pour une distance de 8,8 km pendant environ 2 minutes. Avec une population estimée à 5485 habitants selon le recensement des États-Unis de 2010, Saint-Clair offre une vue imprenable sur la rivière et est un lieu de vie paisible pour ses habitants. Nous continuons notre vol vers le nord, couvrant une distance de 9 km jusqu'à Marysville. Marysville est une charmante ville située dans le comté de Saint-Clair, Michigan. Continuez vers Arnold, 55G, à un cap de 360 degrés pour une distance de 43 km pendant environ 9 minutes. Avec le cap donné pour aller vers le nord-ouest, je ne peux pas m'empêcher de faire un détour vers l'est. Nous passons la frontière pour la ville de Sarnia, Ontario, Canada. Sarnia est une ville canadienne située dans le comté de Lambton, en Ontario. Elle est située sur la rive et de la jonction entre les grands lacs supérieurs et inférieurs, où le lac Huron se jette dans la rivière Sainte-Claire. Juste à côté, nous survolons Point-Édouard, Ontario, Canada. Point-Édouard est un village de la province canadienne de l'Ontario. Adjacent à la ville de Sarnia dans le comté de Lambton, Point-Édouard est situé en face de Port-Huron, Michigan, et est relié à celui-ci par le pont Blue Water, au point de rencontre de la rivière Sainte-Claire et du lac Huron. Ensuite, nous revenons de l'autre côté de la rivière sur notre itinéraire initial et survolons Port-Huron, Michigan, USA. La ville est bordée à l'ouest par le canton de Port-Huron, mais les deux sont administrés de manière autonome. Port-Huron est situé le long de la source de la rivière Sainte-Claire à l'extrémité sud du lac Huron. Ces trois villes sont toutes des points d'entrée dans la rivière depuis le lac. Ensuite, dirigez-vous vers Indian Creek Ranch, 56G, à un cap de 2 degrés pour une distance de 31 km pendant environ 6 minutes. Nous reprenons notre cap vers le nord, survolant d'abord Clyde Township. Cette charmante localité offre une variété de paysages, des forêts luxuriantes, des terres agricoles productives, des quartiers résidentiels et des cours d'eau abondants. Nous continuons notre vol vers Grand Township. Selon les informations disponibles, il existe plusieurs townships nommés Grand dans l'État du Michigan. Chacun d'eux offre ses propres charmes et caractéristiques uniques. Enfin, nous arrivons à Crosswell, une ville située dans le comté de Sanilac, Michigan. Crosswell est connue pour sa situation pittoresque sur les rives de la rivière Sainte-Claire. Avec une population estimée à 2447 habitants selon le recensement des États-Unis de 2010, Crosswell offre une vue imprenable sur la rivière et est un lieu de vie paisible pour ses habitants. L'aérodrome d'Arnold, 55G, se niche à Crosswell, Michigan, environ 3,2 km au nord-est de la ville. Il s'agit d'un aéroport privé doté d'une piste en gazon de 783 mètres de long. Bien couvert au public, il ne propose aucun service de réparation, et habituellement, il ferme ses portes de novembre à mars, sauf pour les avions équipés de ski. Continuez vers Grindstone Air Harbor, 29C, à un cap de 346 degrés pour une distance de 56 km pendant environ 11 minutes. En poursuivant notre voyage, nous survolons la région de Marion Township. C'est alors que nous constatons une réalité troublante. Les forêts, autrefois luxuriantes et pleines de vie, ont été dévastées pour faire place à des champs agricoles à perte de vue. Cette transformation radicale du paysage est le résultat de la nécessité de nourrir les millions d'humains de la région. En fin de compte, notre survol des contrées entre Indian Creek Ranch, 56G, et Grindstone Air Harbor, 29C, le long de la côte est un rappel poignant de ce dilemme. C'est un témoignage de la façon dont nos actions ont un impact sur le monde qui nous entoure. Et c'est un appel à l'action pour que nous trouvions des moyens plus durables de répondre à nos besoins sans compromettre l'intégrité de notre planète. Ensuite, dirigez-vous vers Sebouin, 98G, à un cap de 240 degrés pour une distance de 56 km pendant environ 9 minutes. La forêt ou la couche d'ozone ?
c'est une question qui se pose avec une urgence croissante. Mais dans cette course pour la survie, il semble que l'instinct de survie ait pris le dessus. Nous avons choisi de transformer les forêts en terres agricoles, sacrifiant ainsi une partie de notre patrimoine naturel. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquences. La déforestation a un impact direct sur la couche d'ozone et contribue au changement climatique. Il est donc crucial de trouver un équilibre entre nos besoins immédiats et la préservation de l'environnement. Merci Aïssa pour ton témoignage. Nous survolons Cassville, Michigan, célèbre pour son festival annuel du Chez The Burgère. Ensuite, nous passons au-dessus de Sand Point, connu pour sa plage classée parmi les Top 5 Summer Beach in America. Puis, nous survolons la baie de Wildfall, prisée des pêcheurs pour ses espèces variées. Enfin, nous passons au-dessus de Bayport, réputé pour ses journées annuelles de sandwich aux poissons. Continuez vers Clermont-Muni, 3 cm, à un cap de 247 degrés pour une distance de 40 km pendant environ 7 minutes. Nous survolons la vaste Saginaw Bay à l'est du Michigan, couvrant 2960 km². Ensuite, nous arrivons à Bay City, une charmante ville sur les rives du lac Huron, avec une population de 32 661 habitants en 2020. Notre prochain arrêt est l'aéroport municipal James Clement, 3 cm, situé à 4,8 km au sud de Bay City, équipé d'une piste en asphalte de 1158 mètres de long et 100 tours de contrôle. Ensuite, dirigez-vous vers Aéroport International MBS, KMBS, à un cap de 271 degrés pour une distance de 14,9 km pendant environ 2 minutes. En 1831, un homme du nom de Léon Tremblay a érigé une humble cabane en rondin sur la rive et de la rivière Saginaw. C'était le premier signe de civilisation dans ce qui allait devenir le comté de Bay, et plus tard, Bay City. Les années ont passé, et la petite cabane en rondin a cédé la place à une ville en plein essor, alimentée par l'industrie du sciage et des moulins. En 1865, Bay City a été officiellement incorporée en tant que ville, marquant un tournant dans son histoire. La ville a continué à se développer et à prospérer, attirant des personnes de tous horizons à la recherche d'opportunités et d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, Bay City est une ville dynamique avec une population de 32 661 habitants. Elle a parcouru un long chemin depuis la cabane en rondin de Léon Tremblay, mais elle n'a jamais oublié ses racines. Nous nous dirigeons maintenant vers l'aéroport international MBS, KMBS, situé à Saginaw, Michigan. C'est un aéroport public qui se trouve à environ 14,5 km au nord-ouest de Saginaw. L'aéroport est équipé d'une piste en asphalte de 2439 mètres de long. Continuez vers Grosse, 52 à un cap de 15 degrés pour une distance de 35 km pendant environ 7 minutes. Nous laissons derrière nous le bruit et l'agitation de l'aéroport international MBS. Peu de temps après, nous croisons la route 10 à Auburn, une petite ville pittoresque nichée parmi les arbres. Au fur et à mesure que nous avançons, nous survolons la rivière Kaukaulin, un cours d'eau sinueux qui ajoute une beauté pittoresque à notre voyage. Ensuite, notre chemin suit la branche nord de la rivière Kaukaulin, un affluent qui serpente à travers le paysage. Nous continuons notre route le long de l'autoroute 75, également connue sous le nom de US 23, une artère vitale qui relie différentes villes et régions. De là-haut, l'autoroute ressemble à un long ruban gris qui serpente à travers le paysage. Finalement, nous apercevons devant nous l'aéroport de Grosse, qui semble être un petit aérodrome de base. Ensuite, dirigez-vous vers Comté-Diosco, CD9, à un cap de 49 degrés pour une distance de 70 km pendant environ 14 minutes. Au-dessus de la nationale 23 du Michigan. Wheat Beach est une communauté non constituée en municipalité située dans le sud-est du canton de Standish, le long du rivage du lac Huron. Ensuite, nous survolons Augrey. Le nom de cette ville évoque des images de roches sédimentaires, un rappel de la géologie fascinante de cette région.
Puis, notre voyage nous amène à Alabasté. Le nom de cette région est un hommage à une pierre ancienne, connue pour sa beauté et sa facilité d'utilisation. Nous survolons Tawa City. Fondée en 1854, Tawa City a été la première ville située sur les rives de la baie de Saginaw et du lac Huron au nord de Bay City, Michigan. L'aéroport du comté d'Iosco, CD9, est situé à 0,3 miles au nord-est de East Ottawa. Continuez vers Oscoda-Wurtsmith, Kosk, à un cap de 16 degrés pour une distance de 15,6 km pendant environ 3 minutes. L'aéroport Oscoda-Wurtsmith est un aéroport public situé à 6 km au nord-ouest du quartier central des affaires d'Oscoda, une communauté non constituée en municipalité dans le comté d'Iosco, Michigan, États-Unis. Ensuite, dirigez-vous vers Harrisville, 5Y0, à un cap de 24 degrés pour une distance de 25 km pendant environ 5 minutes. Continuez vers comté d'Alpena Régional, Capn, à un cap de 344 degrés pour une distance de 50 km pendant environ 10 minutes. Alors que nous survolons la région de Haynes Township, l'avion commence à se comporter de manière étrange. Les instruments de bord clignotent et le moteur ronronne d'une manière que nous n'avons jamais entendue auparavant. C'est comme si l'avion avait sa propre volonté. Soudain, l'avion change de cap de lui-même, nous dirigeant vers un petit aérodrome que nous n'avions pas prévu de survoler. Nous essayons de reprendre le contrôle, mais l'avion semble résister. C'est comme si le défunt propriétaire de l'avion nous guidait. Nous décidons de faire confiance à l'avion et de le laisser nous guider. Nous atterrissons sur un petit aérodrome privé d'un ranch de Covillerde à Lincoln. En descendant de l'avion, nous sommes accueillis par un vieil homme qui semble nous attendre. Il s'avère que cet homme était un ami proche du défunt propriétaire de l'avion. Il nous raconte des histoires sur les aventures qu'ils ont vécues ensemble et nous donne une enveloppe que le propriétaire avait laissée pour nous. Sur l'enveloppe, en lettres dorées, il est clairement écrit « À n'ouvrir qu'à Hollande ». C'est un autre indice qui nous aidera à résoudre l'énigme des Grands Lacs. Après cette rencontre inattendue, nous reprenons notre vol, cette fois en direction de Hollande, Michigan, avec une nouvelle appréciation pour l'avion et son ancien propriétaire. Nous sommes impatients d'arriver à Hollande et de découvrir ce que l'enveloppe contient. Nous repassons notre checklist en revue et tout semble fonctionner dans l'avion. Les commandes répondent correctement et nous nous alignons en bout de piste en direction de l'Est. Une fois en l'air, nous reprenons notre cap annoncé précédemment par Aïssa,
Notamment dirigez-vous vers Comté d'Alpena Régional à un cap de 344 degrés. Je sais exactement où se trouve cet aérodrome sur la carte, ce qui ne devrait pas nous créer de soucis pour l'annonce de notre prochain waypoint. En survolant cette région le long de US 23 vers Alpenano, nous apercevons de vastes forêts primaires et des petits lacs. Nous laissons imaginer l'état d'origine de la région avant que l'homme se gave de cette ressource. Roger PJ 77-4. Nous approchons de notre prochain waypoint, l'aéroport régional du comté d'Alpena, Cap. C'est un aéroport régional civil et militaire, situé dans le comté d'Alpena, dans l'état du Michigan. Il dispose de 2 pistes, respectivement de 2744 mètres et 2533 m. L'aéroport est ouvert au public et dispose d'une tour de contrôle. Ensuite, dirigez-vous vers Silver City, 53M, à un cap de 64 degrés pour une distance de 10,7 km pendant environ 2 minutes. Continuez vers Comté de Presqu'île, KPZQ, à un cap de 325 degrés pour une distance de 42 km pendant environ 8 minutes. La région d'Alpena se dévoile sous nos yeux. C'est une ville qui a su préserver son charme d'antan tout en se modernisant. Elle est connue pour ses activités de plein air et ses attractions naturelles, y compris le parc d'État d'Alpena et le sanctuaire marin national de Thunder Bay. La région est également riche en histoire, avec plusieurs musées et sites historiques, y compris le musée d'art baissé et le phare d'Alpena. Nous avançons vers le nord-ouest sous un temps enneigé et glacé. La visibilité est presque nulle, mais je peux vous dire que nous passons long les quais Grand Lake sur notre droite, dans la région de Presqu'île, Michigan. Cette région connue pour sa plus grande mine de calcaire à ciel ouvert au monde et son port de calcite qui est lui le plus grand du lac Huron. Elle est reconnue pour son histoire maritime, ainsi que pour la vie des gardiens de phare et de leurs familles au début des années 1900. Ensuite, dirigez-vous vers Bois-Blanc, CY1, à un cap de 315 degrés pour une distance de 67 km pendant environ 12 minutes. Nous passons Roger City, mais raison du mauvais temps je décide de prendre de l'altitude et sortir des nuages. Roger City est le siège du comté de Presqu'île. La population est de 2,800 habitants. Elle est située sur les berges du lac Huron et est connue pour ses tournois de pêche au saumon. Le temps s'éclaircit lorsque nous survolons la baie de Hammond. Nous longeons la côte du lac et passons Huron Beach puis Huron Shore Roadside Park, des lieux de tranquillité, où le temps semble s'être arrêté. Nous quittons les berges du continent pour rejoindre Bois-Blanc Island. Au milieu de la traversée nous croisons le phare de Beau-Reef. Ce phare est inscrit au registre national des lieux historiques depuis le 6 septembre 2005. Le phare a été mis en service en 1928 et il est l'un des nombreux qui marquent le passage à travers le canal sud, avec le phare de 14-Foot Shoal. Il fait partie de ce qui est devenu un complexe de 14 feux de récifs dans les eaux du Michigan, qui était destiné à aider les navires à naviguer à travers et autour des hauts fonds et des dangers des grands lacs. Devant nous, l'aéroport de Bois-Blanc Island, CY1, est une installation autonome située sur l'île de Bois-Blanc, Michigan. Il dispose d'une piste éclairée et offre un accès par vol privé et charter à l'île toute l'année. La région environnante est riche en beauté naturelle, avec de vastes forêts et des lacs. L'aéroport est situé à proximité de plusieurs attractions, dont le parc d'État d'Alpena et le sanctuaire marin national de Thunder Bay. Cependant, les services disponibles pour les visiteurs de l'île sont assez limités. Continuez vers Comté de Sheboygan, KSLH, à un cap de 193 degrés pour une distance de 12,6 km pendant environ 2 minutes. Que se passe-t-il encore? L'avion recommence à faire des siennes et semble ne pas suivre le cap annoncé. Nous allons tout droit au lieu d'avoir viré à gauche. Nous nous laissons emmener mais ne sommes pas rassurés. Nous nous dirigeons vers l'ouest longeant cette île. À droite Round Island et Mackinac Island. Puis apparaît devant nous le pont à Mackinac. Le Mackinac Bridge, surnommé Mictimac ou Big Mac, est un pont suspendu emblématique qui relie les péninsules supérieures et inférieures du Michigan. Il traverse les détroits de Mackinac,
reliant les lacs Michigan et Huron. Ouvert en 1957, le pont mesure environ 8038 mètres de long, ce qui en fait le plus long pont suspendu entre les ancrages dans l'hémisphère occidental. Le pont est un symbole emblématique de l'État du Michigan et offre une vue imprenable sur les Grands Lacs. Il relie la ville de Saint-Ignace au nord avec le village de Mackinac City au sud. Le Mackinac Bridge est une prouesse d'ingénierie et un témoignage de l'ingéniosité humaine. Nous revenons vers le sud et survolons à présent Mackinac City. L'avion a pris un cap de 198 degrés et les commandes sont redevenues souples et libres. Je consulte la carte, ce cap devrait nous amener à l'aéroport régional du comté d'Emmet à Pellston, KPLN, un itinéraire déjà dans notre liste. Je fixe ce cap sur le pilote automatique et nous avançons tranquillement. Nous nous posons la question, pourquoi ? Pourquoi notre avion a-t-il changé de cap pour nous montrer ce pont ? Une histoire cachée, un secret enfoui que seul le pont connaissait ? Peut-être que le pont était un portail vers un autre temps, une époque où les navires à voile dominaient les Grands Lacs. Ou serait-ce un indice pour une prochaine énigme ? Nous restons attentifs à tout signe étrange et cela commence à nous hanter à mesure que nous remontons le passé. Continuez vers Charlevoix-Muni, KCVX, à un cap de 239 degrés pour une distance de 48 km pendant environ 8 minutes. Aïssa reprend le fils de sa liste à partir d'ici et nous dirigeons vers les montagnes Boine au-dessus de ces magnifiques collines verdoyantes. Nous survolons sur notre gauche une station de ski, la Boine Igland Snow Sport Academy, située à Boine Mountain Resort. Cette école de sport de neige de renommée mondiale offre une variété de leçons et de programmes pour les skieurs et les snowboarders de tout niveau. L'académie est située à une altitude de 664 pieds et la région enregistre une moyenne de 308 cm de neige par an. Malgré le temps enneigé et glacé, l'avion continue son vol en douceur. Toujours sur un cap de 239 degrés, à droite le lac Michigan, nous approchons de la baie de Little Traverse. C'est une petite baie de 55 mètres de profondeur. Elle est connue pour son phare, le phare de Little Traverse, qui marque l'entrée du port d'Arbor Springs dans le comté d'Emmet, Michigan. La région est riche en ressources naturelles, y compris le bois et les minéraux. De l'autre côté, l'air est toujours gelé et la température affiche -5 degrés. Nous apercevons à gauche le lac Charlevoix. Le lac Charlevoix, avec ses eaux bleu-vert, est un spectacle à couper le souffle. Au loin, nous pouvons encore apercevoir les montagnes Boine, leurs sommets enneigés contrastant avec le ciel clair. En dessous, les forêts denses de pins et de sapins s'étendent à perte de vue, comme un tapis vert et brun qui recouvre le paysage. Les petites villes et les villages parsemés ici et là ressemblent à des taches de couleur sur ce tapis, avec leurs maisons colorées et leurs rues sinueuses. À droite le lac Michigan, dont les eaux calmes reflètent le ciel bleu. C'est un spectacle vraiment magnifique et nous sommes chanceux de pouvoir le voir d'ici. Charlevoix, une ville pittoresque nichée au bord du lac Michigan, est un spectacle à couper le souffle. La ville est divisée en deux par l'estuaire du lac, créant une image presque symétrique dans l'eau calme. D'un côté, on trouve des maisons historiques aux toits rouges et aux murs de briques qui racontent l'histoire de la ville. De l'autre, des bâtiments modernes en verre et en acier témoignent de son développement rapide. Charlevoix est une ville qui a su conserver son charme historique tout en embrassant le présent. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent et coexistent en harmonie. Ensuite, dirigez-vous vers Torchport, 59M, à un cap de 199 degrés pour une distance de 29 km pendant environ 5 minutes. Je monte la température du cockpit, car les vitres sont de nouveau gelées à l'extérieur. En dessous de nous, le paysage du Michigan se déploie dans toute sa splendeur. Les vastes étendues de forêts verdoyantes s'étendent à perte de vue, ponctuées ici et là par des lacs scintillants qui ressemblent à des miroirs reflétant le ciel bleu. À notre gauche, nous pouvons voir le lac Burt et le lac Mulette, deux des plus grands lacs intérieurs du Michigan. Leurs eaux calmes et bleues sont bordées de plages de sable et de petites communautés. Plus loin, nous apercevons le détroit de Mackinac, qui sépare la péninsule supérieure de la péninsule inférieure du Michigan. Continuez vers Cherry Capital, KTVC, à un cap de 213 degrés pour une distance de 39 km pendant environ 6 minutes. En dessous de nous, le paysage du Michigan se déploie dans toute sa splendeur.
Nous suivons la route US 31 North vers le sud, qui serpente le long de la côte pittoresque. À notre gauche, nous pouvons voir une série de baies magnifiques, dont la Grand Traverse Bay. Ces eaux bleu vert sont bordées de plages de sable blanc et de petites communautés. Les bateaux de pêche locaux naviguent lentement dans les eaux calmes, ajoutant une touche de couleur au paysage. À notre droite, nous avons une vue imprenable sur la forêt nationale de Bear Market, une vaste étendue de nature sauvage qui abrite une grande variété d'animaux et de plantes. Ensuite, dirigez-vous vers Sugarloaf Resort, Y04, à un cap de 321 degrés pour une distance de 26 km pendant environ 5 minutes. Traverse City, situé dans l'État américain du Michigan, est le siège du comté de Grand Traverse. Fondée en 1891, cette ville a une riche histoire qui se reflète dans ses bâtiments historiques et ses rues animées. Bordée par les eaux bleues foncées de la superbe baie de Grand Traverse, Traverse City est l'une des destinations les plus prisées de la région des Grands Lacs. Cette charmante et pittoresque petite ville typiquement américaine est en fait le pôle culturel et social du nord du Michigan. Bien connue pour être une région fruitière, et le premier producteur américain de griottes, ses cerises sucrées et acides. Traverse City est aussi une destination phare pour les amateurs de vin et de bière artisanale. Continuez vers Empire, Y87, à un cap de 235 degrés pour une distance de 19,6 km pendant environ 3 minutes. Après notre virage à Sugarloaf Resort, nous sommes contraints d'atterrir à Empire pour un ravitaillement en carburant, afin de terminer les waypoints de notre liste. Aïssa contacte la tour de contrôle et nous obtenons l'autorisation d'atterrir sur la piste 35. Je dois maintenant chercher le couloir d'approche sur notre gauche pour nous permettre cet alignement. Ce détour nous permet de survoler le magnifique Pearl Lake. Les rives du lac sont bordées de maisons pittoresques et de chalets, créant une image idyllique de tranquillité. À notre gauche, nous avons une vue imprenable sur la forêt nationale de Bear Market. La forêt est un mélange de pins, de chênes et de hêtres, créant un patchwork de verts différents. De temps en temps, on peut apercevoir un cerf ou un autre animal sauvage qui traverse une clairière. L'alignement se passe bien, mais l'atterrissage un peu moins. Un excès de vitesse et voilà, le vieux coucou rebondit jusqu'à sortir du bitume pour finir dans la poussière. Tout va bien, Aïssa éclate de rire en se moquant de moi. Nous rions et c'est dans une bonne ambiance que nous rejoignons l'aire de ravitaillement et l'aérogare de campagne. Une petite pause s'impose. C'est reparti. Aïssa me confirme notre prochain point de passage.
Ensuite, dirigez-vous vers Frankfurt Dow Memorial, KFKS, à un cap de 226 degrés pour une distance de 24 km pendant environ 4 minutes. Consulte le GPS et constate que nous avons bien progressé. Nous ne sommes plus qu'à 1h20 et 239 km de l'aéroport de Tulip City, à Holland, Michigan. Une fois en l'air, nous survolons rapidement les lacs de Platte Lake et Crystal Lake avant d'arriver au-dessus de Frankfort, Michigan. Roger PJ 77-4. Son lac, Betsy Lake, se jette dans le lac Michigan en bordure immédiate de la ville. Quel magnifique spectacle avec tous ces arbres jaunis par la saison. L'estuaire et son phare donnent une allure majestueuse à la ville. La ville est aussi bordée par une grande plage à Alberta et au sud. La plage est dominée par de grandes falaises qui donnent l'effet d'une grande dune à Green Point. Nous volons au large de cette dune. Le spectacle est impressionnant avec ce temps splendide et le reflet du soleil sur l'eau. Continuez vers comté de Manistee-Black Air, KMBL, à un cap de 191 degrés pour une distance de 39 km pendant environ 7 minutes. Nous passons entre les lacs Lower Herring et Upper Herring. Ces lacs ont une histoire fascinante. Ils ont été formés il y a plus de 10 000 ans, pendant l'âge glaciaire du Wisconsin. Aujourd'hui, ils sont des habitats précieux pour une variété d'espèces de poissons. En continuant vers le sud le long de la M22, nous survolons les Arcadia Dunes, la réserve naturelle CS Mott. Cette réserve a été acquise en 2003 par la Grand Traverse Regional Land Conservancy pour 18 millions de dollars. Aujourd'hui, elle offre plus de 15 miles de sentiers à travers des dunes, des forêts et de nombreux autres paysages. Nous passons ensuite la ville d'Arcadia et son lac. Arcadia a une riche histoire qui remonte à 1866, lorsque les premiers colons se sont installés dans la région. Aujourd'hui, c'est une charmante ville pittoresque nichée au bord du lac Michigan. Ensuite, nous survolons le lac Bear. Le lac Bear a une histoire intéressante. Il a été formé entre 10 000 et 75 000 ans et a fourni de la nourriture et une voie de transport pour les Amérindiens. Nous arrivons au lac Portage et à la ville de Onekama. Onekama a une histoire fascinante. La ville a été fondée en 1871, après que les propriétaires terriens autour du lac Portage, exaspérés par les pratiques de la scierie de portage, ont creusé un canal à travers l'isthme étroit, ouvrant une voie navigable qui a abaissé le niveau du lac de 12 à 14 pieds et l'a amené au même niveau que le lac Michigan. Ensuite, dirigez-vous vers comté de Mason, KLDM, à un cap de 206 degrés pour une distance de 37 km pendant environ 6 minutes. Nous survolons l'aéroport du comté de Manistee-Black Air, KMBL, situé en bordure de la Manistee River State Game Area, une vaste zone marécageuse. Plus loin à droite, nous apercevons la ville de Manistee qui borde son lac éponyme. En poursuivant vers le sud, nous passons au-dessus de la forêt nationale de Manistee, une étendue sauvage abritant une grande diversité d'animaux et de plantes. C'est impressionnant de voir cette forêt s'étendre à perte de vue, un véritable témoignage de la beauté sauvage de la nature. Le brouillard commence à apparaître. Nous arrivons ensuite au comté de Mason, KLDM. De là-haut, nous pouvons apercevoir la ville de Ludington et son phare emblématique. Continuez vers comté d'Oceana, C04, à un cap de 175 degrés pour une distance de 36 km pendant environ 6 minutes. Après Manistee, nous suivons la route US 31 vers le sud. Bientôt, un champ d'éoliennes se dessine à l'horizon,
témoignant de l'engagement du Michigan envers les énergies renouvelables. Nous survolons ensuite la région de Pentwater, une zone riche en histoire et en beauté naturelle. Plus au sud, la forêt nationale de Manistee s'étend à perte de vue, abritant une grande variété d'animaux et de plantes. De là-haut, nous pouvons distinguer la ville de Hart et son lac éponyme. Le brouillard commence à se dissiper alors que nous approchons du comté d'Oceana. Ensuite, dirigez-vous vers Otigé, de Missy, à un cap de 191 degrés pour une distance de 21 km pendant environ 6 minutes. Après le comté d'Oceana, connu pour son aéroport pittoresque. Ensuite, nous survolons Shelby, connu pour ses découvertes de mastodontes, et New Era, le lieu de naissance de l'auteur de livres pour enfants Verna Hardema. Nous passons par Roadbury, célèbre pour son festival de musique électrique Forest. Après avoir croisé l'autoroute US 31, nous apercevons Otigé. Continuez vers comté de Muskegon, KMKG, à un cap de 168 degrés pour une distance de 33 km pendant environ 11 minutes. Après avoir quitté l'aéroport d'Otigé, nous nous dirigeons vers Montague et Whitehall. Montague, fondé en 1867, est connu pour ses découvertes de mastodontes et son histoire liée à la guerre de 1812. Whitehall, fondé vers 1859, a prospéré grâce à sa position stratégique pour le flottage et la distribution du bois. Leur grand lac s'étire vers l'ouest jusqu'au lac Michigan, offrant un paysage pittoresque. Nous poursuivons ensuite vers la région de Dalton Equestrian Park sur notre gauche. Bien que l'histoire spécifique de ce parc équestre ne soit pas bien documentée, il fait partie de la municipalité de Dalton, qui a été établie en 1859. En continuant notre voyage, nous arrivons au lac Muskegon et à sa grande ville. Muskegon, dont le nom est dérivé du terme Ottawa-Maskigon signifiant rivière marécageuse ou marais, a une histoire riche remontant à plusieurs milliers d'années. La ville a été un centre important pour la pêche, les régates, la navigation de plaisance et a servi de port commercial et de croisière. En traversant la ville, nous apercevons l'aéroport. Enfin, atterrissez à Tulip City, KBIV, après avoir volé à un cap de 173 degrés pour une distance de 48 km pendant environ 16 minutes. Laissant l'aéroport du comté de Muskegon derrière nous, nous nous dirigeons vers les méandres du lac Spring. Nous survolons ensuite Ferrisburgh, une ville qui a été fondée par des colons européens dans les années 1830. Ensuite, nous passons au-dessus de la ville de Spring Lake, qui a été fondée par le capitaine Benjamin Hopkins en 1837. La ville a été fondée par des pionniers qui ont découvert des os de mastodontes sur une ferme au milieu des années 1800. Nous traversons la rivière et survolons Grand Haven, une ville qui a été fondée par des Américains en 1834. Ces trois villes, réunies autour du lac et de la Grande Rivière, ont prospéré en tant que ville de construction navale et de transport de bois. Je change de cap car nous sommes autorisés à atterrir en piste 26 de l'aéroport Tulip City, KBIV.
Nous pouvons apercevoir au loin la ville de Granville. Nous avançons tranquillement et croisons l'autoroute I-196 avant d'entamer un virage à droite pour rejoindre le couloir d'approche de la piste. La ville de Holland, Michigan est maintenant sur notre droite. Kilo Bravo India Victor, traffic PJ 774, 2 miles east, 900 feet, inbound to land runway 26. Alors que l'après-midi bat son plein, notre avion descend doucement vers la piste de l'aéroport Tulip City, KBIV. L'atterrissage est un peu saccadé, comme un kangourou bondissant à travers la brousse, mais nous sommes finalement ravis d'être arrivés à Hollande, comme l'indiquait la lettre mystérieuse. Nous roulons vers l'aire de stationnement, les lumières de l'aéroport brillant sous le soleil de l'après-midi. Nous descendons de l'avion, nos jambes engourdies par le vol, mais nos esprits sont vifs et alertes. Une pause bien méritée nous attend. Plus tard, assis à la terrasse d'un café à Hollande, le parfum du café frais flottant dans l'air, nous ouvrons la lettre que nous a remise l'ami proche du défunt propriétaire de l'avion au ranch de Covillerde à Lincoln. Nos mains tremblent légèrement d'excitation alors que nous déchirons l'enveloppe. Waouh, encore une liste, nous exclamons. Nos yeux parcourent rapidement les lignes, déchiffrant un nouvel itinéraire avec un indice à la clé. Une nouvelle aventure nous attend, et nous sommes impatients de découvrir où elle nous mènera. Aïssa, les yeux brillants d'excitation, s'assoit et lit la lettre à haute voix. Chers amis, je suis ravi que vous ayez accepté cette mission. Vous trouverez ci-dessous l'itinéraire que vous devez suivre pour votre voyage. Chaque étape est un point de cheminement important. Décollez de Tulip City, KBIV, et dirigez-vous vers Southwest Michigan Regional, KBE, à une distance de 73 km, cap 206, pour une durée de vol de 36 minutes. Ensuite, dirigez-vous vers Michigan City Muni Phillips Field, KMGC, à une distance de 58 km, cap 220, pour une durée de vol de 30 minutes. Votre prochaine destination est au Bar Sky Ranch, 3HO, à une distance de 40 km, cap 251, pour une durée de vol de 20 minutes. Ensuite, dirigez-vous vers l'aéroport international Midway de Chicago, KMDW, à une distance de 48 km, cap 307, pour une durée de vol de 19 minutes. Enfin, atterrissez à Merrill C. Mayfield, KCGX, à une distance de 14,5 km, cap 59, pour une durée de vol de 4 minutes. Bienvenue à Chicago. À chaque étape, assurez-vous de vérifier les alentours. Mon vieil ami avait l'habitude de cacher des indices dans les endroits les plus inattendus. En particulier, gardez un œil sur le lac Michigan lors de votre arrivée à Chicago. Là où le soleil se couche, le secret se lève. C'est un indice qui pourrait vous aider à résoudre l'énigme des Grands Lacs. Bon voyage et bonne chance. Signé, un vieil ami. Sans perdre de temps, nous entrons l'itinéraire dans le GPS de notre avion et nous préparons à reprendre notre vol. L'excitation monte alors que nous nous préparons à décoller vers notre prochaine aventure. Chicago, nous voilà. Notre vieux Big Craft des 18S ronronne tranquillement et Aïssa m'annonce la première étape de notre troisième lettre. Décollez de Tulip City, KBIV, et dirigez-vous vers Southwest Michigan Regional, KBE, à une distance de 73 km, cap 206, pour une durée de vol de 36 minutes. Je mets plein gaz et notre avion avance doucement pour atteindre sa vitesse de rotation et s'arracher en douceur du sol de Hollande, Michigan. En route pour 73 km vers le sud en suivant l'autoroute I-193 US 31, nous passons Kalamazoo River et la ville de Douglas à droite. Volons au-dessus de la région de Ganges et ses terres agricoles à perte de vue.
Le ciel est clair, il est 14h38, la température extérieure s'est réchauffée avec un petit 4 degrés. Nous sommes bien installés et nous nous dirigeons vers la ville de Southaven. Dans un voyage à travers le temps et l'espace, nous nous dirigeons vers la ville pittoresque de Southaven, nichée au bord du lac Michigan. Jadis, cette terre était foulée par les tribus autochtones Potawatomi et Iroquois, avant que les colons blancs ne s'y installent. En 1833, un homme du nom de J.R. Monroe a reçu un brevet pour 65 acres de cette terre, marquant le début d'une nouvelle ère. Au fil des années, la ville a commencé à prendre forme. Les premières scieries à vapeur ont été construites le long de la rivière Black, et la ville a accueilli son premier marchand, médecin, avocat et ministre. Une école a été construite, suivie par une banque en 1867. Southaven a été incorporée en tant que village en 1869 et en tant que ville en 1902. Aujourd'hui, Southaven est une ville portuaire florissante, grâce à sa position stratégique à l'embouchure de la rivière Black. Les navires de ligne s'arrêtent ici, transportant à la fois des passagers et des marchandises. Au début des années 1900, Southaven est devenue une destination de villégiature populaire, gagnant le surnom de les Catskills du Midwest. Ensuite, dirigez-vous vers Michigan City Muni Phillips Field, KMGC, à une distance de 58 km, cap 220, pour une durée de vol de 30 minutes. Nous changeons de cap à Saint-Joseph, une ville pittoresque du comté de Berrien, au bord du lac Michigan. Un doux vent nous accompagne alors que nous approchons de la ville, riche en histoire. La rivière Saint-Joseph serpente à travers Saint-Joseph, bordée de bâtiments historiques. Nous apercevons également le phare emblématique de la ville, symbole de résilience, qui guide les navires à travers les eaux du lac. Il serait agréable de se poser sur la plage de Silver Beach pour admirer le coucher de soleil, les couleurs du crépuscule se reflétant sur le lac, créant une scène pittoresque. Nous traversons les campagnes et nous survolons maintenant le lac Michigan. Là, des dunes se dressent le long du rivage. Ces dunes, semblables à des vagues pétrifiées dans le sable, constituent le Warren Dunes State Park, un spectacle naturel impressionnant. Ces formations majestueuses, certaines atteignant près de 80 mètres, sont sculptées par les vents du lac Michigan au fil de milliers d'années. En continuant notre voyage, nous arrivons à New Buffalo, une charmante ville balnéaire sur les rives du lac Michigan. Fondée en 1834 après le naufrage d'un capitaine de New York, New Buffalo est aujourd'hui une destination prisée accessible en train depuis Chicago. Votre prochaine destination est au bar Sky Ranch, 3 à chaud, à une distance de 40 km, cap 251, pour une durée de vol de 20 minutes. Alors que nous changeons de cap, nous arrivons à Michigan City. Cette ville est connue pour sa proximité avec le parc national des dunes de l'Indiana et le lac Michigan. À environ 72 km de Chicago et 64 km de South Bend, cette ville attire des touristes, surtout en été, grâce à son accès direct à Chicago par la South Shoreline. Fondée en 1830 par le spéculateur Isaac C. Elston, Michigan City est aujourd'hui une destination populaire offrant un échappatoire à l'industrie lourde de Gary, Indiana et à l'effervescence de Chicago. Le phare de Michigan City, le Shady Creek Winery et le Washington Park sont parmi les points d'intérêt visibles lors du survol de la ville. En outre, son rôle clé dans le transport ferroviaire est souligné par les services d'Amtrak et la South Shoreline, faisant de la ville un hub important pour le transport régional. Après Michigan City, notre périple vers l'ouest nous entraîne à travers un paysage parsemé d'histoires et de scènes captivantes. Alors que nous survolons les villes de Chesterton et Portage, les voies ferrées s'étendent comme des artères vitales, témoignant de l'importance cruciale du transport ferroviaire dans cette région. Jadis des liens essentiels entre les communautés, elles portent désormais le poids du commerce, tout en conservant le charme de leur passé vibrant. C'est à cet instant que notre attention est captivée par Burns Harbor, une masse industrielle émergeant des terres fertiles qui l'entourent. Ce complexe logistique monumental, où les grues se dressent comme des titans de métal et les silos de stockage touchent presque le ciel, témoigne de l'alliance entre l'homme et la nature. En survolant cette enclave industrielle, une énergie palpitante se mêle à un contraste subtil avec la quiétude paisible des champs environnants, révélant ainsi la dualité de la vie moderne. Ensuite, dirigez-vous vers l'aéroport international Midway de Chicago, KMDW, à une distance de 48 km, cap 307, pour une durée de vol de 19 minutes.
franchissons l'aéroport de Hobart Sky Ranch, un nouveau chapitre de notre périple se dévoile. Les pistes d'atterrissage s'étendent comme des voies vers l'infini, accueillant une myriade de vols et de destinations. Puis, East Chicago se dessine à l'horizon, marquant la frontière entre l'Indiana et l'Illinois. Ici, la transition est tangible. L'Indiana, avec ses paysages ruraux et ses bourgades tranquilles, laisse progressivement place à l'Illinois et à son urbanisme frénétique. Les quartiers se fondent les uns dans les autres, les ponts enjambent les eaux agitées des rivières, et les autoroutes se tissent dans un réseau complexe de routes et de voies de circulation. Tower PJ77-4 is 10 miles south, 2,500 feet, with Kilo to land. PJ77-4 Tower. QNH tree 0.07 wind 054 at Niner. Enter left downwind runway 18. À mesure que nous avançons, le paysage évolue, se transformant graduellement en un tissu urbain en perpétuel mouvement. Les quartiers pittoresques cèdent la place à une mer de structures de béton, annonçant notre approche de Chicago. L'urbanisation s'intensifie, les gratte-ciels s'étirant vers le ciel, leurs reflets dansant sur les eaux des rivières en contrebas. Les autoroutes serpentent à travers le paysage urbain, formant des artères congestionnées qui battent au rythme effréné de la ville. À mesure que Chicago se profile à l'horizon, le tissu urbain s'épaissit, les gratte-ciels se dressant comme des sentinelles dans le ciel. La métropole s'étend à perte de vue, une jungle de béton et d'acier qui vibre d'une énergie incessante. Et c'est au cœur de ce tourbillon urbain que notre aventure atteint son apogée, dans la ville des vents, où chaque rue raconte une histoire et où chaque coin de rue offre une nouvelle découverte. Enfin, atterrissez à Merrill C. Mayfield, KCGX, à une distance de 14,5 km, cap 59, pour une durée de vol de 4 minutes. Notre voyage se poursuit vers l'ouest, en direction du cœur vibrant de l'Illinois, le centre-ville de Chicago. Cette métropole dynamique, surnommée The Loop, constitue le deuxième plus grand quartier d'affaires des États-Unis, après Midtown Manhattan à New York. Elle abrite de nombreux sites emblématiques tels que le Chicago Riverwalk, le Millennium Park, l'Art Institute of Chicago, et bien d'autres. Alors que nous nous approchons de notre destination finale, nous apercevons notre piste d'atterrissage 18 à l'aéroport Merrill C. Mayfield. Après avoir reçu l'autorisation d'atterrir, nous devons aller chercher notre couloir d'approche dans l'autre sens et revenir sur la piste 18. Pour ce faire, nous prenons la direction du nord, longeant la ville sur le lac. La vue est magnifique. Cleared to land runway 18 PJ77-4. Nous passons les constructions sur le lac, des structures impressionnantes qui témoignent de l'ingéniosité humaine. Parmi ces structures, on peut apercevoir le Navy Pier, une icône de Chicago qui s'étend sur plus d'1 kilomètre dans le lac Michigan. Avec sa grande roue, ses restaurants, ses boutiques et son théâtre, le Navy Pier est un lieu de divertissement populaire pour les résidents et les touristes. Nous continuons notre vol vers le nord, passant par des plages pittoresques et des parcs riverains, avant de faire demi-tour à hauteur de Belmont Harbor, un port de plaisance animé avec des vues spectaculaires sur la ligne d'horizon de Chicago. Nous revenons ensuite vers l'aéroport après notre demi-tour, nous alignant sur la piste et descendant notre approche progressivement. Bien que récemment construit, cet aéroport porte le nom d'un aéroport historique qui a été opérationnel de 1948 à 2003.
L'ancien aéroport était situé sur Northerly Island, une péninsule artificielle sur le lac Michigan, adjacente au centre-ville de Chicago. Il a été démoli en 2003 par le maire de l'époque, Richard Monsieur Daley. L'aéroport Mary C. Mayfield, édifié sur les eaux du lac Michigan, rend hommage à l'histoire de l'aviation de Chicago et symbolise son avenir. En atterrissant à cet aéroport, nous découvrons la splendeur de Chicago d'un point de vue unique, avec une vue imprenable sur le lac Michigan et le panorama urbain de la ville. Chicago, niché sur la rive sud-ouest du lac Michigan, est traversée par les rivières Chicago et Calumet. Fondée à la fin du XVIIIe siècle par Jean-Baptiste Pointe du Sable, elle devient une municipalité en 1833 et une ville officielle en 1837. Au milieu du XIXe siècle, Chicago connaît une croissance fulgurante, dépassant les 100 000 habitants en 1860. En 1880, sa population atteint déjà 503 000 habitants, puis dépasse le million dans les années suivantes grâce au boom de la construction. En 1900, elle compte parmi les 5 villes les plus peuplées du globe, après New York, Londres, Paris et Berlin. Aujourd'hui, Chicago demeure une destination prisée des vacanciers, accessible en train depuis de nombreuses régions. Lors de notre atterrissage, nous rendons hommage à l'aéroport Mary C. Mayfield, qui est devenu un grand parc urbain aujourd'hui. Autrefois un carrefour majeur de l'aviation, il a été recréé dans le monde virtuel grâce à Microsoft Flight Simulator. En se posant sur le tarmac, nous saluons la précision et le réalisme de cette reconstitution, témoignant de la passion des développeurs pour l'aviation. Nous rejoignons notre aire de stationnement, une seule idée nous obsédant, où se trouve l'énigme suivante. Nous descendons de l'avion et nous dirigeons vers le clubhouse de l'aéroport, espérant y trouver des indices ou des histoires sur les anciens vols en Big Craft des 18S de l'époque. Nous nous demandons pourquoi nous avons atterri ici alors que l'aéroport n'existait pas à l'époque. Nous sommes convaincus que l'indice que nous cherchons est proche d'ici. Notre aventure continue, chaque nouvelle découverte nous rapprochant de la résolution de l'énigme. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage virtuel l'énigme des Grands Lacs, deuxième partie et que vous nous retrouverez prochainement. N'hésitez pas à liker mes vidéos. À bientôt dans nos prochaines aventures, bien à vous, l'équipage du vol 74.